Bonjour tout le monde, c'est Paul avec vous. Aujourd'hui, on va répondre à la question: est-ce que Bitcoin et les cryptos peuvent se remettre du crash qu'on a vu en 2025 et 2026? Parce que le crash qu'on vient de voir a exposé beaucoup de fraude et de manipulation dans les marchés. J'aimerais qu'on en parle, j'aimerais qu'on voit combien de temps ça peut prendre un marché pour nettoyer toutes ces saloperies-là avant de pouvoir prospérer de nouveau, et si même ce marché-là peut prospérer de nouveau. Et aussi, dans la vidéo, on va aborder comment est-ce qu'on peut, d'un niveau psychologique, réussir en tant qu'investisseur dans ce type de marché-là. Donc, vous l'avez vu depuis 2022, en fait, le cycle de 2022 à 2025, les institutions sont arrivées dans la partie au niveau des cryptos, et depuis ce temps-là, les marchés se transigent vraiment différemment. On voit une série de ranges qui durent des mois et des mois avec des poussées haussières qui durent quelques jours. Donc ça, c'est vraiment caractéristique des institutions qui sont là. C'était évident, comme je vous parle depuis les dernières années, que les institutions allaient changer la façon dont les cryptos se transigeaient, mais je pensais pas qu'ils allaient vouloir faire une destruction du marché des cryptos comme on était en train de voir. Donc c'est de ça qu'on va parler dans la vidéo. Je vous rappelle encore une fois que je ne suis pas un conseiller financier. Je ne suis qu'un gars qui prend le temps d'ouvrir une caméra et son micro pour vous dire son opinion sur les marchés. Donc avant de prendre toute décision financière, faites vos propres recherches. Ceci étant dit, commençons. Donc la règle numéro 1 de tous les marchés que je peux vous dire là, en entrant dans les marchés, c'est que tous les marchés sont manipulés, peu importe lequel. Et je vais vous montrer dans la vidéo pourquoi exactement. Donc, vous devez en prendre conscience. Vous devez aussi prendre conscience que peu importe le marché dans lequel vous êtes, il y a le même nombre de gens, de pourcentages qui vont gagner et le même nombre de gens qui vont perdre. Et généralement, je peux vous le dire, il y a plus de gens qui perdent que de gens qui gagnent, surtout plus les investisseurs jouent sur le court terme. En jouant sur le long terme, c'est plus facile d'attraper les longues tendances de fond, comme on voit par exemple sur Bitcoin sur plusieurs années ou sur le marché des actions qu'on monte en ligne droite, dû au fait que notre dollar vaut de moins en moins parce que les banques centrales et les politiciens donnent des cadeaux à tout le monde et n'arrêtent pas de diminuer la valeur de l'argent en imprimant de l'argent à partir de rien. Ça, je pense que vous le savez si vous suivez la chaîne. Et une autre règle importante aussi à comprendre là, du célèbre investisseur Peter Lynch qui a surperformé tous les index pendant plus de 30 ou 40 ans, là, si je me souviens bien. Ça, c'est un des investisseurs les plus profitables de tous les temps. Il disait que personne ne sait si le marché va aller plus haut ou plus bas dans 2 ans. Notre but en tant qu'investisseur, c'est pas d'essayer de prévoir sur le court terme qu'est-ce qui va arriver dans les marchés, mais ce qui est sûr, c'est que plus de gens ont perdu de l'argent en attendant les corrections que durant les corrections elles-mêmes. Ça, c'est sur les marchés traditionnels. Au niveau des cryptos, je pense que qu'est-ce que Peter Lynch vient de dire ici, ça va devenir vrai. Je pense que sur le fond, les bonnes cryptos éventuellement vont avoir une tendance haussière, comme on voit ici par exemple sur Bitcoin. Si on regarde sur les 10 dernières années ou 15 dernières années, vers le haut. Mais là, actuellement, le problème avec le marché des cryptos, c'est qu'on a une infection dans le marché. C'est comme si on avait un parasite qui est en train de gruger ce marché-là. Et on va en parler en ce moment. Surtout depuis le 10 octobre, vraiment, ça a exposé énormément de fraude dans le marché des cryptos. Vous l'avez vu là, depuis 2025. Qu'est-ce qu'on a vu dans le marché des cryptos, pour être honnête là? On a vu, oui, des bons projets qui continuent de développer. Leurs métriques sont en augmentation. Même si on voit les prix descendre, les métriques sont en augmentation. Donc, c'est la première fois qu'on a une descente de prix sur les bons projets alors que leurs métriques sont en augmentation. Mais le problème, c'est le marché des cryptos dans son ensemble. L'infection, qu'est-ce qu'on a depuis que les institutions sont arrivées? On a des fraudes, des milliers de projets de merde qui sortent, comme je vous montre ici sur Binance, qui est le plus gros exchange crypto, qui est censé faire rayonner le marché des cryptos. Regardez ça. Sur les centaines de listings qu'on a eu sur Binance en 2025, la moyenne, si vous avez acheté un seul projet qui est sorti sur Binance, vous êtes à minimum divisé par 20 votre portfolio, selon la performance médiane ici. On a les États-Unis qui nous disent que les États-Unis deviennent la capitale crypto. On se fait vanter que les pays vont acheter des cryptos, que c'est extraordinaire dans les médias de masse. Et à la place de vraiment faire quelque chose pour les cryptos, qu'est-ce qui se passe avec les politiciens qui ont mis leurs mains sales dans les cryptos? On a des jetons comme Donald Trump qui sort un meme coin. On a des meme coins sur des pays, comme le Libra ici, qui a été divisé par 1000, son prix depuis son sommet historique. Ouais, vraiment divisé par 1000, quand je regarde ça. Et on a des fraudeurs partout. À chaque fois que je poste un commentaire sur X ou dans mes médias sociaux, il y a des fraudeurs qui essaient de se faire passer pour moi. Et ça, c'est pareil pour tous les créateurs de contenu. On a des hacks, on a des fraudes à chaque jour qui se font exposer. Comme on a vu ici avec ZachXBT qui nous présente encore une fraude de la plateforme d'échange Axiom où est-ce qu'il y avait du insider trading avec les employés de la compagnie. On n'a que des pump and dump.
Après, pas plus tard que hier, on apprend que les avocats dans le dossier, vous vous souvenez de la plateforme Luna, qui s'était effondrée, là, dont on a perdu 40 milliards en une seule journée, qui a été complètement effacée, ben, je vous l'avais dit en 2022, on a affaire à une manipulation de marché qui était extrême. Et là, on comprend que Jane Street, qui est une firme de trading, qui est une des plus grosses au monde, qui est poursuivie pour insider trading pour avoir causé le crash de Terra Luna avec des manipulations de marché. Ils ont été aussi bannis du marché de l'Inde pour avoir manipulé le marché de l'Inde avec des pratiques que c'est exactement la même chose qu'on voit en crypto d'ailleurs, on va en parler. Et se sont fait saisir 570 millions de dollars. Cette firme-là a empoché 10 milliards de dollars de revenus en un seul trimestre. Ça, c'était le trimestre lors de la période des tarifs en 2025. Et maintenant, cette firme-là, Jane Street, c'est un des plus gros market makers de l'ETF, du plus gros ETF de Bitcoin, le EBIT de BlackRock. Donc, vous voyez là, ici le EBIT. Ça, c'est l'ETF qui se transite sur les marchés traditionnels pour acheter du Bitcoin dans un compte de courtage normal. On se rappelle que dans le crash de FTX en 2022, il y avait Sam Bankman-Fried et Caroline Ellison qui ont aussi travaillé pour Jane Street avant de manipuler le marché des cryptos. Donc là, Jane Street, qu'est-ce que cette firme-là faisait pour manipuler le marché indien? Ou est-ce qu'ils ont été obligés de payer justement 570 millions en pénalité? Ben, le matin, ils achetaient massivement des actions sur le marché. Donc, ça faisait monter les prix. Et là, l'après-midi, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils se prenaient des options et des contrats futurs pour shorter le marché. Donc, ça, sur un deuxième marché en parallèle. Et après, ils dompaient toutes les actions qu'ils avaient achetées. Donc, ils faisaient monter le prix des actions parce qu'il y avait un gros portefeuille, un gros pouvoir d'achat, et achetaient 25% de la quantité d'actions disponibles cette journée-là. Après, ils allaient sur l'autre marché, ils se prenaient des leviers pour faire de l'argent si le marché descendait. Et agressivement, ils vendaient les actions pour faire descendre le marché. Donc, ils empochaient énormément d'argent sur les contrats futurs. Et de l'autre côté, ils perdaient un peu sur le marché des actions parce que ça faisait diminuer leur action d'à peu près, je sais pas, 2-3% dans la journée. Mais sur les contrats futurs, ils pouvaient empocher du 20, 30, 40% avec des options. Donc, ça, c'est la pratique qu'ils faisaient au niveau du marché des actions indiens. Et ça, c'est une pratique courante là, qu'on a vu. C'est une tactique de manipulation normale qu'on a vu pendant des années avec l'argent physique qui a été suppressé par certaines grosses entités ou sur l'or ou sur plusieurs commodités. Et là, selon moi, on voit exactement la même chose sur Bitcoin. Exactement la même chose. Bon, là, vous me direz, mais Paul, tu spécules, c'est pas prouvé. Ben, justement, ces gens-là vont jamais en prison. Ils s'en sortent toujours. D'ailleurs, je vous invite à voir un film qui est un chef-d'œuvre, là, que j'ai écouté dernièrement, justement, qui va être délisté de Netflix le 28 février. Donc, je vous recommande de l'écouter bientôt. C'est le film Margin Call. Ça vous montre exactement comment ces gens-là pensent dans des grosses firmes, où est-ce qu'ils sont prêts à faire crasher un marché, comme on a vu le marché de Bitcoin là, pendant des années, si c'est pour sauver leur cul. Donc, vous le voyez ici, à chaque fois qu'il y a des instruments, donc on avait du magnifique Bitcoin, vous le savez, il va en avoir 21 millions au maximum des Bitcoins, et à chaque fois qu'on a des instruments qui sont ajoutés, comme là vous voyez les contrats futurs en 2017 sur Bitcoin, dès que les contrats futurs sont arrivés en 2017 sur Bitcoin, Bitcoin a passé, c'était la journée de son sommet, Bitcoin a passé de 20 000 jusqu'à 3 000 $. On a eu l'IPO de Coinbase, crash. ETF adossé au futur, Bitcoin passe de 70 000 $ jusqu'à 15 000 $. Après ça, ces régulateurs-là qui sont là pour vous protéger, qu'est-ce qu'ils font? Avant d'accepter un ETF sur Bitcoin normal, ils acceptent un ETF short sur Bitcoin. Donc, il vous permet de parier à la baisse sur Bitcoin. Ils acceptent ça au bas du marché sur Bitcoin. Donc, n'importe qui a acheté un ETF short sur Bitcoin s'est fait défoncer pendant des années, là, comme on voit ici. Et là, après, même chose, vous le voyez, on avait du momentum dans le marché. Et là, on se met à accepter des nouveaux produits financiers, comme par exemple les options sur Bitcoin, les options sur Ethereum. Dès que Trump nous parle de réserve nationale, dès qu'on a des contrats futurs perpétuels sur Bitcoin, Ethereum, des ETF à levier sur les cryptos, et bien là, ça corrige. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a beaucoup plus que 21 millions de Bitcoin qui se transigent sur les marchés. Il y en a peut-être 10 fois plus, 100 fois plus, je ne sais pas rendu là. Et ça veut dire qu'on peut, d'un côté, faire exactement la même stratégie que Jane Street a faite sur le marché indien, là, c'est-à-dire, on achète une grande quantité de Bitcoin sur le vrai marché, et on l'a vu là, pendant des jours et des jours et des jours. À 10 heures du matin, on avait toujours une correction sur Bitcoin, puis c'était probablement exactement la même stratégie, parce que si j'achète une quantité de Bitcoin,
je la dompe sur le marché à 10 heures du matin, je peux faire descendre le prix de Bitcoin de 2%. Mais on va aller voir quelque chose. Si en même temps, je prends des options à la baisse sur Bitcoin, donc on appelle ça des puts. Donc, par exemple, je vais sur le EBIT, qui est l'ETF de Bitcoin. Et là, j'achète des puts à moins 2%. Là, disons qu'on a une expiration, on va dire le 2 mars, là, donc dans quelques jours. Donc, je décide qu'aujourd'hui, je veux faire baisser le EBIT, donc l'ETF qui représente Bitcoin de 2%. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, 2%, ça veut dire qu'on doit descendre de 80 centimes, 80 sous. Donc, je vais prendre des puts, disons juste ici, 37 $. Donc, si Bitcoin, dans la journée, diminue de 2%, donc on s'en va à 37 $, eh bien, je fais 77% de gain sur mon option put. Donc, vous comprenez pourquoi ça vaut la peine d'avoir des produits dérivés, pourquoi on vous dit que les instruments financiers comme les options, c'est si important sur les actifs, ça prend ça absolument. Eh bien, c'est pour pouvoir profiter de stratégies comme ça. Et là, depuis la dernière année, depuis même les dernières années, Bitcoin est sous attaque. C'est ce qu'on vient de voir. Et je vous le dis tout de suite, il n'y a personne qui va aller en prison pour ça. Peut-être qu'on va jeter une personne derrière les prisons. On va dire c'est de sa faute, regardez, c'est lui le méchant. Mais ça n'arrêtera pas, ces pratiques-là. Donc, ce que je veux vous dire ici, c'est que la règle numéro 1 de tous les marchés, c'est que les marchés sont manipulés. Nous, notre mission, c'est de réussir à faire des profits dans des marchés qui sont manipulés comme ça. Et je vous le dis, il y a clairement moyen de faire des profits. La seule chose, c'est qu'il faut être capable d'acheter dans les paniques. Là, comme actuellement, on a une panique extrême sur les marchés. Je pense qu'on va avoir un rebond, mais qu'on est dans un marché baissier, on doit purger tous ces mauvais acteurs-là. Parce que là, je vous parle juste des manipulations de marché dans les journées, mais il y a d'autres choses aussi importantes qu'on doit parler dans cette infection du marché des cryptos pour savoir est-ce qu'il peut rebondir. Parce que là, sur le court terme, je pense que oui, on peut avoir un rebond, mais on n'a pas tout purgé encore la merde de ce marché-là. Et ce serait bien qu'on purge toute la merde avant de repartir vers le haut, parce que sinon, encore une fois, on va être obligé d'avoir un autre crash massif au prochain cycle. Donc, ça c'est un point qui est important que je voulais qu'on parle. Et pourquoi tous les gros joueurs ont cassé le marché, là, alors que depuis 2025, on se fait dire que les cryptos, ça s'en va plus haut, tous les pays en achètent. Ben justement, c'est toujours facile après coup là, de se dire « Ah, ben là, c'est vrai, finalement, c'est évident. » Pourquoi? Ben parce que on avait les plus gros influenceurs du monde qui faisaient la promo des cryptos. Quand je dis les plus gros influenceurs du monde, je parle pas d'influenceurs crypto, je parle de Donald Trump, je parle des plus gros pays du monde, je parle des conseillers financiers qui amenaient des gens fortunés à acheter des cryptos, je parle des fonds de retraite qui étaient convaincus d'acheter des cryptos, et pour des manipulateurs de marché, c'est le parfait moment pour casser les marchés, faire paniquer tout le monde. Pourquoi? Ben parce que tout le monde achète, donc ça leur fait de la liquidité à aller chercher vers le bas. Et pourquoi aussi? Ben parce que ça va leur permettre eux-mêmes d'acheter plus bas. Parce que là, on est allé liquider beaucoup de leviers. Je serais pas surpris que dans le crash final, on allait chercher les leviers juste ici, qui sont positionnés depuis 2024, pour liquider vraiment la plupart des gens. Mais leur but, c'était de casser un marché qui avait beaucoup de momentum. Ils ont réussi à le faire, on a besoin d'un reset complet. Donc c'est pour ça qu'on a un marché baissier qui risque de durer encore quelques mois. Si on continue de descendre en ligne droite, puis qu'on purge tout le monde, ben ça se peut que dès le mois de mai, même le mois d'avril, le marché est complètement purgé et qu'on peut repartir vers le haut. Mais la purge est nécessaire aussi. Pourquoi la purge est nécessaire? Mais parce qu'avant, vous le savez, il y avait quelques centaines de projets crypto. Maintenant, il y a à peu près, je vous dirais, pour le prochain cycle, moi, je vois maximum, là, sur les milliers de cryptos, vous voyez, il y en a 18 000 de listés sur CoinGecko. Il y en a des millions qui existent. Moi, je vois maximum 20 projets qui vont survivre au prochain cycle. Mais un autre cancer qu'on a dans notre marché, c'est quoi? C'est l'extraction. Vous le savez, avant, oui, il y avait des fraudes, il y avait des scams, il y avait de la merde dans le marché, mais au moins l'argent restait dans l'écosystème des cryptos. Mais là, qu'est-ce qui arrive depuis les derniers temps? Ben, on a vu des nouveaux types de scams, de fraude. C'est que, par exemple, Trump, on a vu ici avec sa crypto, quand il aurait pu faire de quoi d'extraordinaire avec le marché des cryptos, décide de lancer un meme coin qui atteint un market cap de plus de 8 milliards de dollars. Et ensuite, ils font que domper à la gueule de tous les investisseurs. Donc, ce projet-là leur a rapporté plusieurs centaines de millions de dollars. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que l'argent qu'ils réussissent à faire, à la place de la réinjecter dans le marché des cryptos, qu'est-ce qu'ils font? Ils la sortent du marché des cryptos et la gardent pour eux. Et ça, on a vu plusieurs projets qui ont extrait de l'argent du marché des cryptos et cet argent-là reviendra plus jamais.
Donc ça, c'est un autre cancer qu'on a dans le marché des cryptos, c'est les gens qui font de l'extraction, le mot extraire. Quelle connerie qu'on a dans ce marché-là. Donc, qu'est-ce que ça cause quand on a tout ça? Ben, évidemment, on a un momentum qui est cassé, perte de confiance des investisseurs, et on en a pour un bout avant de se remettre de ce marché-là. Parce que moi, quand je suis rentré dans le marché des cryptos ici, au niveau de Bitcoin, ça, c'était un autre problème. Moi, je pensais que les cryptos allaient changer le monde, qu'on allait enfin pouvoir donner un compte de banque aux gens qui en avaient pas, de pouvoir avoir une monnaie qui est pas émise par les gouvernements. Mais là, avec les cryptos, qu'est-ce qu'on a comme problème? Ben là, c'est que les gouvernements, les politiciens ont leur sale main sur Bitcoin, Ethereum et les plus grosses cryptos. Donc, l'idéologie d'avoir une monnaie qui n'a pas rapport à aucun gouvernement est de moins en moins existante. L'idée du Web3 de posséder réellement nos actifs sur Internet, c'est ça que ça veut dire Web3, c'est qu'on peut posséder des choses sur Internet réellement sans que ça appartienne à un tiers parti, comme par exemple, si vous faites des posts sur Facebook ou sur X, ces posts-là, votre contenu appartient à Facebook et à X et vous appartient pas à vous. C'est ça que le Web3 nous promettait, mais là, ce qu'on a, c'est que des scams, que de la merde et des trucs que personne n'utilise. À 99%, on a 20 projets crypto qui, selon moi, vont percer et vont être les prochains projets à se transiger un petit peu comme les Google de ce monde, où est-ce qu'on a une tendance haussière constante. Parce qu'il y a des projets qui sont vraiment adoptés, je vous en ai parlé dans mes vidéos précédentes, comme Ethereum, Solana par exemple, ou Bitcoin. Ces trucs-là vont continuer d'aller vers le haut. En ce moment, on a des prix extrêmement cassés. Oui, les prix peuvent aller plus bas, mais le risque rendu là d'acheter du Ethereum à 2000$, du Solana à 85 000$, notre risque, c'est quoi? Ben, c'est qu'on a encore une correction de 50%, ça se peut, mais le gain potentiel, c'est qu'on fasse des multiples impressionnants. Donc, pour quelqu'un qui a une perspective long terme et qui est capable d'encaisser les corrections, on a des bons moments pour acheter, mais il faut être capable d'encaisser potentiellement encore une autre correction jusqu'à l'été 2026. Mais si on ferme nos yeux et qu'on ouvre nos yeux dans 2 ans, probablement que les prix qui sont ici sont extraordinaires. Mais je pense que le lustre des cryptos, là, vous le savez, avant, les gens étaient en admiration, étaient imnobulés par le monde des cryptos. Tout le monde voulait trouver un moyen d'en acheter. Et quand on disait le mot crypto, les gens avaient peur, mais en même temps étaient excités. Mais là, je pense, avec toutes les fraudes et les merdes qu'on a vues en 2025, en 2026, je pense que le overall, oui, les prix vont monter des 20 meilleurs projets, mais le lustre des cryptos, on est sur la pente descendante. Je pense qu'on va avoir encore une montée, mais après, pour les prochaines années, ça va être que quelques cryptos qui vont survivre. Parce que, où est-ce qu'est rendue l'excitation maintenant? C'est sur l'intelligence artificielle. Vous vous souvenez avant, quand il y avait un nouveau projet, une nouvelle idée qui sortait sur les cryptos, tout le monde se lançait, c'était excitant. Par exemple, quand on pouvait faire des échanges décentralisés sur des plateformes, on avait les ICO en 2017, les NFT en 2021, bon, c'était pas, ça avait la chance de révolutionner le monde, mais au moins c'était excitant, puis on pouvait faire de quoi. Maintenant, il y a quoi? On se fait lancer des projets qui servent à rien à chaque jour, et chaque projet, c'est quoi le truc le plus excitant qu'on peut nous donner, c'est un airdrop, encore une fois, d'un jeton qui sert à rien. Et on parlera pas de l'expérience utilisateur crypto qui est un désastre. Encore une fois, on a les mêmes portefeuilles, les mêmes wallets, qu'on peut se faire siphonner notre wallet en tout temps, que si on fait une erreur, on peut perdre nos cryptos à tout jamais. T'envoies de l'argent à quelqu'un, il peut voir ta balance et combien d'argent que tu as dans ton compte. C'est tellement... L'évolution a été retardée au niveau du marché des cryptos, et là, c'est les institutions qui vont en profiter en mettant leur système financier sur les rails des gros projets. Parce que quand il y a vraiment un sujet qui excite les gens, par exemple, on pense à l'intelligence artificielle avec Claude ou OpenClaw qui est sorti. À chaque fois qu'il y a une nouvelle feature, donc quelque chose de nouveau qui sort sur ces applications-là, on voit des millions de personnes qui vont l'utiliser. C'est ça qu'on voudrait voir dans le monde des cryptos, et c'est ça qu'on voit plus. Donc pour moi, oui, je pense que on peut avoir une prochaine montée dans les prochaines années, mais le lustre des cryptos, on est sur la pente descendante. Et c'est pour ça que sur la chaîne ici, que je vais vous parler de plus en plus d'actions, parce qu'il va y avoir beaucoup d'argent à faire dans le marché des actions, dans certains narratifs comme l'intelligence artificielle, même tout ce qui est dans le spatial, tout ce qui est dans l'espace. Et mon regret de ce cycle-ci, c'est de ne pas avoir considéré toute la merde que je voyais devant moi. Je m'étais dit que les cryptos allaient faire comme les derniers cycles, où est-ce qu'on allait avoir une montée sur les altcoins pour terminer le cycle crypto, mais non, la merde a gagné. Et qu'est-ce qu'on a manqué sur ce cycle-ci? Ben, pas grand-chose, honnêtement. Moi, je pense que ce qu'on a, c'est un cycle haussier qui est repoussé à dans quelques mois et qui va avoir encore des gains à faire, mais pour l'instant, on est dans la phase de nettoyage et on doit respecter ça au niveau du marché des cryptos. Donc, je pense que c'est important de parler de tout ça,
les saloperies qu'on voit dans le marché des cryptos. Mais pour répondre à la question, est-ce que je pense que les cryptos vont renaître de leurs cendres pour un prochain cycle haussier? La réponse est oui. Pourquoi? Ben parce que les cryptos ont toujours réussi à éliminer les mauvais acteurs et à repartir vers le haut. En tout cas, je pense qu'on a encore une chance de faire des gros profits avec ce marché-là. C'est vraiment mon avis. Et est-ce que je vais commencer à me plaindre parce que le marché est manipulé? Non, je vais pas commencer à me plaindre parce que le marché est manipulé. C'est pas ça que je suis en train de vous dire ici. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est qu'on le sait que chaque marché est manipulé et qu'on doit s'attendre à l'impensable dans chacun des marchés. C'est toujours le marché qui va avoir raison. Nous, on peut que s'adapter et se faire des thèses selon ce qu'on pense qui peut arriver. Parce que si les marchés étaient faciles, que tout le monde gagnait, ben tout le monde serait riche et c'est pas le cas actuellement, comme vous le voyez. Donc, ce que je vois ici, là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en souffrance par rapport aux pertes ou à certaines pertes qu'ils ont eues sur les marchés des cryptos. Et j'ai quelque chose à vous dire aux gens qui ont perdu, qui se sentent pas bien. Ben, c'est que les pertes font partie de l'investissement. Et ça, c'est un truc qui est important à comprendre. C'est comme les gens qui disent « Ah, je devrais pas avoir de problème » ou « Je devrais pas souffrir dans la vie ». Mais un truc qui fait souffrir les gens ou qui rend malheureux, ben, c'est de se dire que je devrais pas avoir de problème dans la vie. Justement, si vous voulez être payé dans la vie, dans une business ou peu importe ce que vous faites, c'est que vous êtes capable de régler des problèmes. Et plus vous réglez des gros problèmes, plus vous allez être payé. C'est comme ça que ça marche. Et il va toujours y avoir des problèmes. Donc, si vous voulez arrêter de souffrir, ben, je pense pas que c'est possible. Il y a toujours moyen de souffrir dans la vie, mais qu'on soit riche, pauvre, en couple, pas en couple, dans une maison, dans un appartement, qu'on vit dehors, en dedans, dans un pays chaud, dans un pays froid, il y a toujours un moyen de dire que ça va pas bien ou d'avoir des problèmes. Et les problèmes, la souffrance, fait partie de la vie. Avoir des investissements qui perdent de l'argent fait partie de l'investissement. C'est pas un truc nouveau. C'est pas comme si c'était différent. Et là, je vois, je sais pas, la cohorte de 2025 qui sont entrés dans les cryptos pensent que chaque fois que vous achetez un truc ou en investissement, vous devez gagner de l'argent. Ça, wow, attention, c'est pas comme ça que ça marche dans les cryptos ou dans les investissements. De perdre de l'argent, ça va arriver à l'occasion. C'est un truc qui arrive à l'occasion. Et si vous n'êtes pas capable de comprendre ça, mais vous allez toujours souffrir. Ça fait partie de l'investissement. C'est pas, vous n'êtes pas un échec, vous n'avez pas perdu, vous n'êtes pas un perdant parce que vous avez perdu de l'argent dans un investissement. Ça fait partie de l'investissement. Si vous regardez, vous lisez tous les livres des meilleurs investisseurs, ce qu'ils nous expliquent, c'est que de perdre de l'argent fait partie de l'investissement et que plus rapidement on peut accepter ça, plus rapidement on peut mettre notre focus et notre énergie à trouver les bonnes opportunités. Donc, si vous voulez être plus heureux, aller mieux dans la vie, ben je vous dirais que de comprendre que d'avoir des pertes en investissement, ça fait partie de la vie, d'avoir des problèmes dans la vie, ça fait partie de la vie, de souffrir dans la vie, ça fait partie de la vie. Au moins, je pense que ce qui est important, c'est de choisir une trajectoire de vie qui peut nous mener vers nos objectifs. Parce que je vois plusieurs personnes qui vont jouer à moitié de peur de souffrir ou de peur de perdre de l'argent. Ben à un moment donné, on doit choisir c'est quoi l'objectif final. Est-ce que vous voulez continuer de travailler à votre emploi que vous aimez ou que vous aimez pas? Si c'est le cas, ben vous êtes au bon endroit. Si vous voulez continuer, continuez. Mais si vous voulez, par exemple, partir votre entreprise, devenir un investisseur profitable, ben il faut faire les actions pour devenir bon en investissement. Ça, c'est-à-dire se former, apprendre sur les marchés à chaque jour, accepter qu'il y a des pertes, accepter qu'il va y avoir des gains aussi. Puis, en sachant qu'on ait des millions de dollars, qu'on ait une maison, qu'on ait un petit appartement, qu'on soit pauvre. J'ai essayé toutes ces situations-là et je peux vous dire que il y a des journées qu'on filera pas bien. Donc, c'est pas un événement extérieur qui va changer le fait qu'il y a des journées qu'on filera pas bien. Et en comprenant ça de mon côté, ça m'a fait du bien parce que je pensais que quand j'allais atteindre un certain montant d'argent, que tous mes problèmes allaient être réglés, que j'allais être heureux, que ça allait être facile la vie. Mais c'est pas ça qui fait la différence. Ou, par exemple, quand je faisais du triathlon, je me disais, si je gagne telle course, je vais tellement être heureux, ben, par exemple, je gagnais la course, et ben, je pensais déjà à la prochaine course que j'allais gagner, ça me faisait du bien pendant un instant. Et ça ramène à une théorie que j'ai, là, c'est la théorie de la ligne de base du bonheur. Je parlais avec un ami de ça. Vous savez, on a toute une ligne de base de bonheur, là. Par exemple, si on prend un tableau ici, qui est sur 100, donc ça, c'est notre bonheur sur 100, ben, on a toute une ligne de bonheur ici. Par exemple, certaines personnes, ça va être à 60 sur 100. Il y en a que leur ligne de bonheur va être à 80 sur 100. Et ça, on vous expliquera jamais ça à l'école, là, ici. C'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant de vous en parler ici. Et il y en a d'autres que leur ligne de bonheur de base est à 30 sur 100. Donc, notre but dans la vie, là, si on veut être bien et être heureux, c'est pas un événement extérieur qui va nous mener plus de bonheur. C'est de travailler sur notre ligne de base, notre baseline
de bonheur. Parce que vous le savez, par exemple, votre ligne de bonheur est à 60. Et là, vous avez un mauvais événement. Qu'est-ce qui va arriver? Ben, vous allez être triste pendant un bout, puis à un moment donné, ben, vous allez revenir à votre ligne de base à 60. Donc, c'est pas l'événement qui fait que vous êtes malheureux ou pas. Même chose si vous faites beaucoup d'argent. Oh, là, je peux m'acheter une grosse maison. Oh, ça va un peu plus haut. Mais à un moment donné, tout va redevenir normal et vous allez redevenir à votre ligne de base qui est à 80. Donc, le vrai truc, c'est de façon intrinsèque. On veut monter notre ligne de bonheur à l'intérieur. Puis il n'y a pas de truc extérieur. Oui, temporairement, on va avoir des sauts, comme on a vu ici. Que oui, la ligne de bonheur peut monter, mais on va toujours revenir à notre ligne de base. Et on va avoir des coups durs qui vont faire baisser notre ligne, mais on revient à notre ligne de base. Donc, c'est ça qu'il faut travailler. Puis, un des meilleurs investissements que j'ai fait dans ma vie, c'est de travailler là-dessus, sur intrinsèquement comment être de bonne humeur sans aucun facteur extérieur. Et bon, je sais que pour la plupart des gens qui veulent de l'argent, absolument être riches, la plupart des gens doivent passer par là pour se rendre compte que finalement, c'est pas un événement extérieur qui va faire améliorer notre bonheur. Oui, ça aide d'avoir de l'argent, ça, à 100% ça aide. À 100% ça aide de réussir ses objectifs. Mais combien de fois vous avez réussi un de vos objectifs que vous étiez fixé il y a 3 ans, que ça fait ça ici, là, vous montez en bonheur et que vous revenez exactement aux mêmes choses. Par exemple, vous avez une nouvelle voiture, vous êtes content de la nouvelle voiture, mais à un moment donné, on revient à notre ligne de base. Donc, bon, là, je pense que j'ai divergé un peu de la vidéo, mais ce que je veux dire ici, c'est que si vous voulez réussir en tant qu'investisseur, c'est important vraiment de comprendre que les marchés sont manipulés, que oui, il va y avoir des pertes, que oui, ça va être dur. Et c'est quoi être dur, justement? Je me rends compte que je dis souvent que le marché des cryptos, c'est le marché le plus difficile au monde, c'est le marché le plus vicieux au monde. J'ai pas l'impression que les gens comprennent c'est quoi. En ce moment, là, ce que vous vivez, là, si vous êtes en crypto, c'est ça. Être dur, là, c'est ça. C'est ça qu'on vit, être dur. Et qu'est-ce que j'arrête pas de répéter? Chaque fois que les marchés sont durs, souvent, c'est dans les meilleurs moments pour acheter. Donc, oui, je pense qu'on a le potentiel d'aller plus bas, mais comme je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo, d'acheter les projets de qualité ici, se fermer les yeux, ouvrir les yeux dans 2 ans, probablement que la plupart de nous vont être contents. Ça, c'est mon opinion. Faites vos propres recherches. Donc, pour résumer, je pense qu'on a un cancer dans le marché des cryptos qui est en train de se purger, mais que ce marché-là va continuer d'être manipulé, mais qu'on a encore la chance de faire de l'argent dans les prochains mois, les prochaines années, même si le marché des cryptos est en train de perdre son lustre, que c'était l'endroit où est-ce que tout le monde voulait mettre son argent, ça va être de moins en moins ça, mais au moins, ce que je pense, c'est que on a une jambe haussière qui s'en vient, qui va être propulsée par les institutions. Mais avant, on doit terminer notre purge du marché. Donc voilà les guerriers, j'espère que vous avez apprécié. Je vous dis tout le monde, portez-vous bien et à très bientôt. Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Force et honneur. Déchaîne les enfers.